Donc nous allons passer la parole à Pénélope Vincent-Suite de France Nature Environnement qui va vous exposer les retours d'expérience du tri à la source et de la collecte sélective en Europe dans des milieux urbains denses, hein, ce qui prouve que ça marche, ça peut très bien se faire, suivi après par Ron-Marc Simon pour l'exemple du Pays Basque espagnol. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, les déchets organiques. Je vais me concentrer aujourd'hui sur les déchets organiques puisque c'est ces déchets-là qu'on pense pouvoir méthaniser dans ce projet. Au moins un tiers de nos déchets ménagers sont biodégradables. Bon, déchets organiques, il y a beaucoup de façons de dire, biodéchets, déchets fermentescibles, déchets biodégradables, déchets compostables. C'est plus ou moins la même chose, ne vous inquiétez pas. Ici, puisqu'on est en habitat dense, pour la plupart, c'est particulièrement des déchets de cuisine, des déchets alimentaires dont on parle. Donc les déchets de jardin, on les laisse de côté, c'est autre chose. On parle de déchets alimentaires aujourd'hui. Les priorités FNE pour les biodéchets. Donc, ça correspond à la hiérarchie européenne de gestion des déchets, dont on a parlé tout à l'heure, que justement, oui, des grosses usines de traitement ont tendance à ne pas respecter. La première priorité, c'est la prévention. Donc, pour France Nature Environnement, je suis pilote du réseau déchets de France Nature Environnement. Ce sont les associations de protection de l'environnement et la nature. Donc d'abord, éviter le gaspillage et la surproduction des déchets organiques, réutiliser et, si possible, gestion domestique, gestion de proximité, et puis la collecte sélective pour une valorisation biologique. Bon, je ne vais pas m'attarder trop sur cette partie-là, mais en termes de prévention des déchets alimentaires, il y a des actions très intéressantes. Les deux axes principaux sur lesquels nous travaillons actuellement, c'est le gaspillage alimentaire. Je pense qu'on commence à entendre parler beaucoup dans les journaux, dans les médias. Par exemple, mieux acheter, gérer les stocks, gérer le frigo, cuisiner les restes. Il y a plein d'actions là-dedans. Et autrement, c'est le compostage sur place ou en bas donc dans son jardin si on en a un, en bas de l'immeuble. Alors, un petit rappel, j'ai à peine besoin de le faire parce qu'on va vous expliquer pourquoi on ne veut pas faire un compost avec des déchets mélangés. Mais voilà, un petit rappel. Pourquoi on trie à la source les biodéchets? Parce qu'on ne veut pas un compost qui a été épandu en Vendée. Et le sol est précieux, c'est une ressource non renouvelable. Nous ne voulons pas ceci. Un compost qui respecte la norme française, NFU 44051, peut contenir pas mal d'impuretés, y compris 5 kg de verre et métaux. Ça, c'est dans 1 mètre cube de compost. 750 grammes de film plastique dans 1 mètre cube de compost. Et 2 kilos d'autres plastiques, pareil, dans 1 mètre cube. Donc, les photos qui ont été prises là, merci nos amis de la Vendée, indiquent que, bon, évidemment, c'est broyé en petits morceaux. On espère qu'on ne les verra pas. Mais ce n'est pas cela qu'on veut mettre sur nos champs. Et d'ailleurs, il y a d'autres choses, les déchets cachés. Bon, vous ne voyez pas, mais il y a des métaux lourds. Allez-y. Mais ce que nous voulons, c'est, avec les déchets organiques, faire un compost propre qui fait pousser nos plantes et qui nourrit les terres. Alors, je vais vous présenter une expérience de collecte sélective. Mais bon, peut-être que ce sera des pays du Nord. On sait que en Suède, aux Pays-Bas, on est bien plus disciplinés que nous. Non,
c'est en Italie. L'Italie, c'est bien un pays méditerranéen, si je ne me trompe pas. Donc c'est difficile à dire que les Français sont moins disciplinés, plus bêtes. Voilà. Donc ce sont nos confrères. On peut faire comme eux. Et ça marche. Alors l'exemple que je vais vous montrer, c'est le Scuola Agraria di Parco di Monza, un centre de recherche qui a travaillé sur un système pour mettre en place quelque chose qui fonctionne. Et ils ont trouvé que ça fonctionne et ils le font un peu partout. Et Enzo Favino, c'est le grand chef qui est derrière. Alors, Italie et les déchets. Bon, ils sont spécialistes. Ils sont à 30% de déchets collectés séparément à peu près. Ce n'est pas très différent de nous. Il y a beaucoup de disparités entre les territoires. 15% au sud, 45% au nord. Mais ils ont tous un objectif de 65% de déchets collectés séparément. Donc il y a encore du chemin à faire. Il y a quand même des grandes villes qui réussissent ce pari de 65%, qui s'en approchent nettement. Voilà les parades des grandes villes performantes. Donc on voit, ils ont tous plus de 50 000 habitants. Il y en a qui sont jusqu'à 100 000 habitants. Par exemple, Monza, c'est une banlieue de Milan. Il y a beaucoup de banlieues autour de Milan qui ont pris ce système. Et donc la colonne de droite, c'est le pourcentage de collecte sélective. Ça veut dire que s'il y a 76% de collecte sélective, ça c'est le meilleur, il n'y a que 24% des déchets ménagers qui restent dans la poubelle résiduelle. Donc elle est vraiment réduite. Comment est-ce qu'on arrive à 70% de collecte sélective? Alors, c'est assez simple. C'est par d'une collecte en porte-à-porte, des recyclables secs, comme on sait déjà faire en France quand même, et des biodéchets de cuisine. Et si on ajoute une tarification incitative, ça aide nettement. Bon, il y a une collecte multiflux. On voit que il n'y a pas souvent les grosses bennes comme on trouve ici en France. On préfère mettre une multitude de petites bennes. Ça a meilleurs effets. Alors, pour les biodéchets, la première priorité, c'est de rendre le geste tri facile et d'éviter les tâches fastidieuses. Donc, voilà, il y a deux types de bioseaux. Les bioseaux restent dans la cuisine. Ils sont doublés d'un sac biodégradable, un petit sac, 5-10 litres. Ce sac, il est très important pour éviter la corvée désagréable de lavage du bioseau. Ceux qui ont fait du compost savent qu'après un certain moment, on en a marre de laver. Alors, sur le trottoir, on sort, si on est en famille, ou en petite maison, on sort les bioseaux sur le trottoir. Mais dès qu'on est en habitat collectif, comme à droite, on met dans des bacs de 120 litres, pas des gros bacs de 1000 litres, parce que là-dedans, ces gros bacs ils risquent d'accueillir des déchets verts et autres déchets encombrants. Donc les habitants des habitats collectifs descendent leur petit sac de biodéchets, le mettent dans le bac de 120 litres. Et puis, 2 fois par semaine, les bacs sont ramassés, c'est tout simple. Et ils ont trouvé que ça coûte nettement moins cher s'ils le font en petites bennes de 5 à 10 mètres cubes, avec un chauffeur ripper et avec un ramassage manuel. Quand c'est des bacs de 120 litres, c'est quand même, il y a un lève-conteneur, une petite benne qui est un lève-conteneur. La petite benne passe facilement dans les rues étroites et elle est vidée dans une grosse benne pour emmener au centre de compostage.
Et quel est le résultat de cette collecte? C'est une récolte de très bonne qualité. La pureté qu'ils ont mesurée, c'est entre 97% et 98,5% ou 99%. C'est une qualité qui est très bonne. Elle est même meilleure que chez les Allemands ou les Néerlandais, qui, eux, collectent depuis très longtemps. Ça, en Italie, c'est nouveau. Ils ont monté ça en quelques années. Ils ont vraiment changé. Et en plus, la récolte est meilleure en quantité. Les déchets résiduels dans la poubelle résiduelle ne contiennent que 10% environ d'organique. Du coup, ils ne sentent pas mauvais. On peut les laisser plus longtemps sans que la poubelle sente mauvais. Et maintenant, il y a un petit film. Alors, je vous prie d'excuser la qualité qui est pas très bonne. Le film ne dure qu'1 minute. Il a fait il y a 10 ans, de façon très amateur, mais il montre comment on fait la collecte dans l'habitat dense à côté de Milan. Voilà, là c'est dans le quartier plutôt pavillonnaire. On voit que c'est le chauffeur qui descend du camion pour ramasser les seaux. Voilà. Il a juste pris le sac qui a mis directement. Et voilà, on arrive à l'habitat collectif. Et là, une collection de bacs de 120 litres. Donc on les sort. C'est une petite benne. Bon, c'est une benne un peu plus grande avec un lève-conteneur, mais il n'y a pas aucun besoin d'avoir un compacteur parce que les déchets de cuisine sont déjà compacts. Les épluchures, les tomates pourries, il n'y a pas besoin de les compacter. On n'entend pas ce qu'il dit, malheureusement. Voilà. Merci. Maintenant, on vient aux choses sérieuses. Combien ça coûte? L'argument qu'on entend plus souvent contre la collecte sélective, c'est « ça coûte trop cher ». Regardons de plus près cette affirmation qui est basée sur aucune étude sérieuse. Alors, ce graphique montre les coûts globaux par personne de collecte en vert et de traitement en bleu des déchets ménagers. À gauche, il y a les collectivités les moins performantes, à droite, les plus performantes. On voit qu'en augmentant le taux de collecte sélective, on n'augmente que très peu le coût de la collecte. Par contre, on baisse fortement le coût de traitement. Et cet autre graphique montre la même chose. Donc, plus on sépare les déchets, les barres vertes à l'intérieur qui vont de 30% à gauche jusqu'à 75% à droite, plus on sépare les déchets, plus le coût global par personne baisse. Ça, c'est les barres oranges, c'est le coût global par personne. Et ces bons résultats sont issus d'un nombre important de collectivités. Ce n'est pas juste quelques collectivités prises au hasard. Ils contrecarrent les préjugés qui disent toujours que la collecte sélective coûterait beaucoup trop cher. Les raisons sont multiples. Mais de façon générale, plus on trie, plus on devient bon trieur. Donc, quand on commence à trier les biodéchets, non seulement on a la fraction biodéchets dans la poubelle, mais on a aussi plus de papier, plus de métaux, plus de verre. Donc, la poubelle résiduelle diminue.
voilà, donc plus on a si on a peu de déchets résiduels, ça fait moins de frais de traitement, ça fait moins d'incinérateurs, moins de décharges et moins de traitements mécanobiologiques. Et il y a de très grandes villes qui réussissent. Je vais vous montrer quelques grandes villes italiennes qui ont mis en place ce système qui est élaboré par le centre de recherche. D'abord Turin, avec une population de 909 000, presque la moitié, on la collecte en porte-à-porte. Et dans ces quartiers, ils arrivent à 59% de recyclage. Salerno, une ville du sud de l'Italie, au sud de Naples, dont on connaît bien la triste réputation. Ils arrivent à 75% de collecte séparative, 2 ans après le début du projet pilote. Donc, si on vous dit que c'est impossible, on arrivera, ça prendra des années pour que les gens apprennent à trier, c'est faux. Si on s'y met, ça prend beaucoup moins de temps d'apprendre les gens à trier que de construire une grosse usine. Et Palermo arrive à 67%. Et même en France, ça peut marcher. L'agglomération Cap-Lorient a été pionnière dans la mise en place d'une collecte sélective de biodéchets en habitat dense. Ils ont pas mal d'habitats denses et ils ont de bons résultats. Ils auraient bien voulu venir ce soir, mais tous les élus concernés par les déchets étaient pris. Ils avaient une inauguration d'un nouveau centre. Donc, prenez contact avec moi. Je peux organiser un petit voyage à Milan avec visite des collectes sélectives de biodéchets. Merci. Merci Pénélope. Et encore une fois, le meilleur moyen de se rendre compte de la façon dont ça se passe, c'est de pouvoir y aller. En l'Italie, si jamais vous avez l'occasion d'aller faire un petit voyage, essayez de passer par ces villes et puis de vous renseigner par vous-même. Alors, je vais passer la parole maintenant à Jean-Marc, qui nous vient tout spécialement d'Espagne. Donc un grand merci à lui, parce qu'il a pris l'avion tout à l'heure pour venir nous voir. Et on a absolument voulu qu'ils viennent ici, parce qu'ils ont mis en place en très peu de temps le tri à la source et la collecte sélective, et ils ont eu des résultats extrêmement impressionnants. Et on voit qu'ils ont réfléchi vraiment à son application avant de le mettre en œuvre. Ce que je veux faire, c'est un peu vous expliquer l'histoire de comment a réussi à changer ou a commencé à changer les tri à la province de Guipúzcoa, au Pays Basque. Nous avons regardé où est-ce qu'on avait une alternative et on a trouvé qu'en Italie et en Catalogne, il y avait des possibilités de faire de la récolte séparée au-delà de 70%. Et on a développé aussi la stratégie de zéro déchet, que ça veut dire très brièvement que faire la récolte séparée de la collecte séparée de 70 à 80% de déchets est faisable et ça se fait déjà, comme en Italie c'est fait. Les 20% que après, avec politique de prévention, de réduction de responsabilité élargie du producteur, c'est faisable. Et alors, c'est vrai qu'il reste un 10% qu'il faut alors redésigner et aller replacer les produits actuellement qui ne sont pas évitables, réparables, recyclables ou compostables. Mais ça, il faut aussi aller toucher plus tard. Alors, je vais parler d'Hernani. Je vais vous montrer quelques images de centre historique, comme ça vous pouvez voir que ici, ce n'était pas possible de mettre des conteneurs et des choses pareilles. Et que vous pouvez voir les rues, je ne crois pas qu'ils soient très différents de la France. En fait, c'est juste à côté de la frontière française. Et ce qu'on a fait, c'est de mettre comment est-ce qu'on dit ça,
ces sortes de piliers avec des croches où on peut y accrocher de bacs de 5 litres, de 20 litres, avec des déchets, biodéchets ou papier, etc. Et comme ça, je vais vous montrer la différence. Ça, c'est un jour normal. Vous entrez, il n'y a pas de conteneur, ça c'est dans la rue, il y a ces piliers où on met les déchets, que c'est assez innovateur. Ça c'est dans la rue. Et c'est les voisins qui choisissent où est-ce qu'on va mettre cela. Et ça c'est important, parce qu'il y a des gens qui ont peur et n'ont pas envie l'avoir trop proche à la porte, mais après avoir vu comme ça fonctionne, ils commencent à demander de l'avoir plus proche, parce que ça veut dire qu'ils doivent marcher de moins en moins pour sortir les déchets. Par rapport à avant, il fallait marcher 50 mètres ou 100 mètres pour sortir les déchets, c'est une différence. Alors ça c'est pendant la journée. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de conteneurs, il n'y a pas de déchets dans la rue. C'est des habitats collectifs. J'ai oublié de dire que Hernani est une zone industrielle avec aussi d'immigration de gens locaux, etc. Mais je veux dire que c'est un mélange de population à niveau d'éducation, etc. Ici, par exemple, ils ont choisi de mettre cette pilier au garage. Mais encore une fois, c'est une élection des citoyens qui sont toujours consultés avant de mettre cela. Il n'y a pas de conteneurs dans la rue, ça veut dire plus d'espace pour garer les voitures. On a laissé que le conteneur pour les verres. Dans la rue, il y a eu une réduction radicale de numéro de poubelles traditionnelles. Ils sont remplacés par des poubelles pour faire de la collecte séparée. Alors, si on parle de frais et d'organisation, ça marche. À Hernani, on peut sortir les déchets entre 20h et 23h. Et la collecte commence à 23h du soir. Comme ça, il n'y a pas de déchets dans la rue pendant le jour. Mais à Usurville, par exemple, la collecte est faite pendant le jour. C'est les voisins qui vont choisir quand la collecte va se réaliser. Par rapport aux frais, vous pouvez voir ici qu'il y a une réduction pour ceux qui décident de faire de autocompostage, qu'il y a une réduction de 40% sur les prix, parce que comme ça, il n'y a pas de frais de gestion pour la collecte ou pour le traitement de déchets organiques, pour les biodéchets. Et vous pouvez voir ici combien ça coûte. Et alors, la fréquence, comme vous pouvez voir, il y a la collecte séparée des emballages 2 fois par semaine, papier 1 fois par semaine, organique 3 fois par semaine, et la fraction résiduelle 2 fois par semaine, le vendredi et le samedi. Ici, c'est je crois que ça c'est les emballages. Comme vous pouvez voir, on peut le sortir avec des sacs de plastique. Il reste là qu'1 heure. On a vu cette maison avant. Ça, c'est pendant la soirée, avant de les prendre. Alors, pour les papiers, c'est la même chose. On met tout ça. Il reste là 1 heure, 2 heures, et ça disparaît. Et pour le biodéchet, c'est 3 fois par semaine. Et comme vous pouvez voir ici, on a ces bacs de 5 litres qu'on sort 3 fois par semaine. Chaque croche a un numéro qui appartient à chaque voisin. Et ainsi, c'est possible de savoir qui fait les tri correctement et à qui il faut encore aller une fois pour expliquer comment ça fonctionne. Ceux qui font autocompostage ont un autocollant sur les croches qui disent qu'il n'y a pas besoin de récolter le biodéchet. Et finalement, comme vous pouvez voir, ici c'est la fraction résiduelle qui est très peu. Parce que à Hernani, la collecte séparée est de 88%. Alors, ce qui n'est pas compostable ou recyclable
et 10% est très très peu. Normalement, les familles sortent les fractions résiduelles une fois chaque 2 semaines, au moins. La collecte séparée, c'est tous les jours pour les serviettes hygiéniques et des couches. Alors, on peut les sortir chaque jour, parce que ça, c'est vraiment le problème. Et on ne peut pas les mélanger avec les biodéchets ou avec la fraction résiduelle. Encore une fois, vous pouvez voir ici les codes, ce n'est pas les noms. Même si on a observé déjà qu'il y a des voisins qui aiment bien de mettre son nom sur les bacs parce qu'ils sont fiers de son bac pour montrer aux voisins qu'ils font un tri correctement. Il y a aussi le compostage communautaire. À Usurbil, il y a 500 familles qui font de autocompostage avec ces réductions de 40% à la facture. Il y a 80 familles qui ont adhéré au programme de compostage communautaire. Ces photos sont d'une visite que nous avons organisée il y a un mois. Et ce sont les familles qui s'occupent. Ça, c'est pour des familles qui n'ont pas un jardin, mais ont envie de faire du compostage. Alors, ils sont avec des autres familles, ils font du compostage communautaire. Évidemment, avec l'aide d'un maître composteur. Et ce système est en train d'être introduit à Hernani aussi. Pour les magasins, ça dépend, la distribution des conteneurs individuels, ça dépend de ceux qui demandent les magasins. Et aussi, on paye d'accord à la génération. Les coûts, c'est de 250-300 euros par magasin et alors 12 centimes par kilogramme de déchets qu'on sort. Et comme vous pouvez voir ici, ça c'est les bacs devant les magasins. Ça c'est aussi porte à porte. Et alors, il y a les déchetteries où on peut y apporter pour ceux qui n'ont pas eu le temps de sortir la poubelle pendant la semaine, ou pour les UI, pour les appareils électroniques, etc. Il y a aussi autre partie de prévention, comme ces dispenseurs de lait, pour l'eau de robinet, etc. Ici, quelques graphiques. L'autocompostage, comme vous pouvez voir, la ligne rouge est en 2010, quand il a été introduit. Vous pouvez voir qu'en 2 mois, on a changé totalement. L'organique a passé de 0 à 140 tonnes. Les papiers et cartons s'est maintenu un peu stable. Emballage aussi, ça s'est amélioré beaucoup. En jaune, vous pouvez voir le 2009. En rouge, 2010. Encore une fois, les grandes sautes a été lorsqu'on a commencé avec la porte-à-porte. Et les fractions résiduelles, bien entendu, a diminué au même temps qu'a augmenté le reste. Les productions de déchets aussi a diminué. Pourquoi? Ça, c'est parce que normalement, il y avait beaucoup de déchets de construction et démolition qui finissaient, ou déchets de magasins qui finissaient dans la poubelle qui était payée par les citoyens. Et maintenant, avec ces systèmes de responsabilité individuelle, on produit moins de déchets. Alors, ça coûte moins cher pour les citoyens. Ici, on peut voir aussi la fraction organique, le papier, etc. Mais c'est intéressant la colonne rose, qu'on peut voir qu'on a passé de 400 kg par capita en 2009 jusqu'à 266 en 2011. Et on collecte séparément presque 80 kilos de biodéchets. Encore une fois, l'évolution de la collecte de déchets, comme vous pouvez voir, en noir, c'est la fraction résiduelle qui s'est réduite radicalement. Ici, vous pouvez voir, ils sont si fiers de son résultat qu'ils ont mis les résultats à la place majeure d'Usurbil. Ils ont sauté de 30% de collecte séparée à presque 90%. Et ils l'ont mis à la grande place de la ville. Ils continuent à vouloir aller au-delà. Alors, pour en finir, mentionner que Usurbil a commencé, Oiartzun, Anzuola
à présent à 90% aussi de collecte séparée. Et Hernani ont suivi. Maintenant, 34 communes supplémentaires vont commencer avec ce système les prochains 12 mois. Et en total, il y a 88 communes à Guipúzcoa. Alors bientôt, toute la province de Guipúzcoa va aller avec ce système. Et on vient de présenter aussi la semaine passée un nouveau plan d'infrastructure à Guipúzcoa qui va nous permettre de travailler sans incinérateur, sans la décharge et aussi baisser les prix des traitements de déchets et faire encore moins cher la collecte porte à porte. Alors, conclusion, ce changement est possible. Il faut tenir compte que ce système a été implémenté en 6 mois. C'est 6 mois de consultation et un jour pour commencer. Et alors, le changement est fait. Ça, c'est plus cher, ça, c'est plus vite de construire n'importe quelle infrastructure. Avec ce système, on obtient au niveau de pureté des matériaux. La contamination de la fraction organique est entre 1 et 1,5% et des emballages 5 à 10%. Cet investissement générateur d'occupation et d'activité locale, on a créé entre 1 et 2 emplois pour chaque 1000 habitants. Dans la collecte, mais si on ajoute les traitements, etc., c'est encore de plus. On applique les principes de proximité. Aussi, c'est important que les infrastructures qu'on va construire soient flexibles. Et aussi, la présentation qu'on a eue ici, c'est très important. Si on va sauter d'un niveau de 10-20% de collecte séparée à 80-90%, c'est important que cette infrastructure puisse nous accompagner dans ces changements et être flexible. Et finalement, pour calculer les coûts, il faut tenir compte de la collecte et du traitement ensemble, parce que normalement, on nous dit que ce système est cher. Mais si on calcule la collecte et le traitement ensemble, il est moins cher. Merci. Deparei por coincidência e com você na rua. C'est une idée que l'on avait depuis quelque temps avec le gardien, car on a un sol du jardin qui est très pauvre et on a imaginé que le compost produit pourrait amender cette terre. C'est tout à fait naturel de rendre à la terre les substances qui la fertilise, et comme on en produit environ 50 kilos par an et par parisien. J'avais du mal à voir partir les épluchures dans l'incinérateur. On a eu un petit mot qui nous a demandé si on voulait le faire. J'ai trouvé ça très intelligent parce que nous en Corse, on le fait. Cette expérience a été très intéressante et elle nous a apporté beaucoup de bonnes surprises. La première, le nombre de foyers volontaires, puisque c'est un quart de la copropriété qui est volontaire, et d'autre part, par le faible nombre d'erreurs dans les déchets mis dans le composteur. Nous en sommes au 290e jour, aujourd'hui 5 octobre. Personnellement, je sais quel a été mon apport. J'ai apporté 107 kilos depuis le début. Bien sûr, c'est un peu contraignant, mais satisfaisant parce que on récupère de la terre et je trouve que c'est très agréable de voir la transformation des déchets en quelque chose d'utile. Tout ce qui est cartonnage, on le met à part. Tout ce qui est verre, on le met à part. Et il était naturel également de mettre à part les déchets de légumes ou de fruits, enfin voilà. Ah, moi je trouve ça génial. Je jette rien de ce qui est compostable. Je dépose je trouve ça génial.
vraiment, je ne sais pas quoi vous dire, pour moi c'est normal. Ah, je pense que les gens sont prêts à continuer parce qu'ils voient qu'il n'y a pas de nuisance et que quand on va leur distribuer du compost, eh bien, il y a un produit intéressant pour leur pot de fleurs, pour leur décoration qu'ils ont sur leur terrasse ou dans leur loggia. Et que je ne vois pas quelle suite il peut y avoir, on va continuer. Puis il y a les jardins, il y a les plantes, puis à la limite si on en a trop, on pourra en donner. Le compostage en pied d'immeuble, finalement, c'est transformer un geste mécanique auquel on ne pense pas en un geste pédagogique. Et le jour de la distribution des bioseaux, évidemment, on avait demandé aux gens d'apporter à boire et à manger. Et ça a été la grande fête à la fois des jeunes, des vieux, des enfants. Je pense que les gens se connaissent un peu mieux parce que on se rencontre au compostage. Et puis les réunions, je trouve ça très sympathique. Si vous voulez, on se trouve en affinité avec les personnes de la résidence qui, comme nous, n'ont pas hésité à adopter le compostage. Aquela parede, rosto bem cuidado, pele com decência e o poder das mãos. Nous allons passer à l'application puisque Stéphane Martinez pratique donc le compostage, que ce soit compostage comme on a vu en pied d'immeuble ou lombricompostage, ce que chacun peut faire chez soi. Je vais lui passer la parole et il y a plusieurs systèmes de compostage qu'il va vous présenter. Merci. Bonjour. Alors moi, je vais vous présenter un système qui est basé sur les vers de terre. On appelle ça du lombricompostage. Cette méthode, en fait, consiste à faire travailler des vers de terre qui sont spécialisés dans tout ce qui est décomposition de matière organique. On va partir d'une base de déchets végétaux, organiques, par la différence du compost qui, elle, va se transformer naturellement. Là, on parle d'une petite fermentation avec directement une attaque de vers de terre. En fait, les vers de terre vont attaquer, on ne va pas voir, les micro-organismes qui attaquent le déchet végétaux. L'important chez le ver de terre, ça va être la déjection. C'est ça qui va nous permettre, si vous voulez, de donner le meilleur engrais pour les plantes. C'est leur rôle dans la nature. Alors comment faire? Eh bien, il faut apprendre à apprivoiser des vers de terre. C'est assez drôle. Hein. Il va falloir que vous appreniez à vivre avec des vers de terre à la maison. La première étape, c'est de démarrer tranquille, c'est-à-dire de y aller mollo, avec par exemple la Mouli-Box. C'est une petite boîte avec 150 vers de terre à l'intérieur. Vous allez apprendre à gérer ces petits animaux-là, à savoir qu'ils ont besoin d'humidité, à savoir qu'ils ont besoin aussi de carton, à savoir qu'ils ont aussi besoin de nourriture. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, ils vont valoriser énormément de nourriture. À côté de ça, j'ai une double casquette, je suis aussi restaurateur. Ça m'a pris à un moment donné, en 2007, où j'ai commencé à me dire, mais dis donc, j'ai quand même énormément de déchets organiques qui partent dans la poubelle. Donc j'ai dit, tiens, je vais essayer de faire quelque chose avec ces déchets-là. J'ai vu qu'il existait le lombricompostage, comme je viens de vous l'expliquer. Donc je me suis mis un peu dans une expérience un peu folle, où je me suis dit, je vais réduire tous mes déchets. J'ai déjà calculé mes déchets. Au niveau de mes déchets, j'en avais à peu près, sur l'année, j'en fournissais à peu près de matière organique, à peu près 7 tonnes. C'est pas mal, hein. Donc ces 7 tonnes-là, quand j'ai vu où est-ce qu'ils partaient dans le cycle des ordures, dans les incinérateurs, et quand même, je peux peut-être essayer de faire un truc. Donc j'ai commencé à acheter 10 kilos de vers de terre, sachant que le ver de terre mange normalement la moitié de son poids dans une journée. Donc je lui ai dit, c'est pas compliqué, ils vont me manger 5 kilos par jour, ça va être vite fait, toc toc, je vais ouvrir la boîte, je vais te mettre ça là-dedans, et hop, c'est fini. Eh bien non. Il a fallu comprendre qu'en fait, ils n'attaquent pas tout de suite la matière. Il faut équilibrer, comme on vous expliquait, il a fallu équilibrer. En fait, avec cette petite boîte-là, j'ai mis 5 kilos à l'intérieur. J'ai quand même, jusqu'à aujourd'hui, valorisé 2,5 tonnes. Ce qui est bien. Enfin, et ça m'a donné à peu près
40 kilos de compost par an. Du compost qui part, qu'on donne aux clients, qu'on donne à la tante, à la belle-sœur, un peu à tout le monde. Enfin, c'est assez... Alors le lombricompost, on peut le faire que dans un milieu où on n'a pas de jardin. On peut le faire dans une cave, on peut le faire sur un balcon, on peut le faire chez soi, on peut le faire à peu près partout. Ce qui est très important, c'est, comme tout le monde l'a dit au départ, essayer de séparer, trier les déchets. On ne va pas tout mettre, on va mettre que des légumes à l'intérieur. On peut y mettre aussi des restes de plantes. On peut y mettre plein d'outils à l'intérieur. Donc il y a ces petites boîtes-là. Sinon, on peut se fabriquer ces petites boîtes. L'intérêt, c'est d'essayer de récupérer un maximum de déchets, essayer de les valoriser un maximum. Si vous mettez sur 500 kilos de déchets mis à l'intérieur de cette boîte-là, je ne sais pas si je vous l'ai dit, j'ai récupéré à peu près 50 kilos. La réduction est quand même assez importante. Et on a une fois qu'on a cette réduction-là, on a la satisfaction de voir qu'en fait, ma poubelle, elle est maintenant, il n'y a plus grand-chose dans le restaurant. C'est assez impressionnant parce que mes clients aussi, alors ils sont impressionnés aussi. C'est-à-dire que maintenant, quand ils laissent leurs déchets à côté, tac, ils savent où est-ce que ça part. C'est-à-dire que des fois, ils me laissent même quelques petits déchets pour mes vers de terre. Enfin, j'en ai besoin un peu. Non, c'est une très bonne expérience que je conseille à tout le monde ici présent d'essayer de faire. Alors, si vous avez un jardin, partez sur le compostage. Si vous n'avez pas de jardin, essayez le lombricompostage. Faut regarder, faut fouiner sur Internet, lombricomposteur, vers de terre, comment ça fonctionne, démarrer tout le monde. Enfin, faut savoir aussi que quand vous avez un lombricomposteur chez vous, vous avez un écosystème dans une petite boîte, une grande boîte, une boîte à étages, il y a différents systèmes. Un écosystème sans prédateurs. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelques petites colonies de mouches, s'il y a une mouche qui rentre à l'intérieur. Vous pouvez aussi avoir des petites araignées. Mais bon, tout ça, ça se gère, si vous voulez, naturellement, sans pesticides. C'est-à-dire que si on a des araignées à l'intérieur, on a toujours une petite solution. L'araignée, elle adore la fécule de pommes de terre. Donc on peut mettre une petite tranche de pommes de terre à l'intérieur. Toutes les araignées vont venir dessus. Et après, il suffit juste d'enlever. Il y a toujours un problème. Moi j'ai essayé au restaurant, quand j'ai démarré un peu cette activité-là, un peu fou furieux avec mes 10 kilos de vers de terre. C'est-à-dire qu'en plein mois de novembre, j'avais, comme c'est un écosystème, des moucherons dans la salle. Ça, j'ai mis ça un peu sur le côté du changement climatique. Je leur ai dit que les moucherons arrivaient au mois de novembre en ce moment. Enfin, c'était toc toc. C'était très important. Ils arrivaient là. Donc il y a toujours... Ça ne se fait pas facilement non plus. Enfin, je vous préviens, si vous entendez des gens qui vous disent « Oui, c'est simple, on fait ça comme ça, naturellement », il faut quand même y mettre du sien. Il faut apprendre à gérer ces nouveaux animaux de compagnie qui sont les vers de terre quand on n'a pas de jardin. Quand on a un jardin, ils sont dehors. Là, ils sont à l'intérieur de la maison. C'est un peu... Mais ils embêtent personne. Vous ne les verrez jamais parce qu'ils détestent la lumière. Donc, en général, on ne les voit pas. On les voit pas. Ils détestent le bruit. Donc, dès qu'il y a du bruit, ils se cachent, ils se baladent. Par contre, quand vous commencez à les voir, c'est qu'il y a une petite complication quelque part. Il va falloir gérer. Tout ça pour vous dire qu'il est possible de réduire une grande partie de nos déchets organiques et de les valoriser en engrais. Un truc qui est basique, c'est qu'en fait, tout ce qui vient de la Terre retourne à la Terre. Et dans ces principes de tri mécanico-biologique, tout ce qui vient de la Terre, ça ne repart pas dans la Terre. Ou alors, c'est un peu... Ou alors dans des endroits très spécialisés. Et ça embête tout le monde, je pense.